Bonjour Richard Aubert. Bonjour Réa. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes à la place de Pouf, à Sète, pendant le festival de Voix Vive, 27e édition 2024. Et tu es là, déjà, c'est comme on dit, en tant qu'éditeur, mais tu es une poète aussi. Alors, tu peux te présenter un petit peu? Je suis Richard Aubert, j'ai une cinquantaine d'années pour se situer dans le temps, donc je viens des années 70. Et là, je parle au titre d'éditeur et de poète, même si j'aime pas les titulations dans ce domaine-là, mais pour que les choses soient comprises, il faut peut-être le dire. Et donc j'expose ici, à la fois je présente des beaux livres, des livres d'art et de poésie, ainsi que des gravures, et puis des recueils de poésie. L'Improbable, qui est la maison d'édition, est essentiellement une maison de poésie et d'art, les deux combinés. Néanmoins, il peut y arriver d'y avoir des textes de prose. Oui, alors donc, l'Improbable réunit tous ces textes de poésie et quelques récits, mais ils sont tous dans la même idée. C'est-à-dire que je ne fais pas trop de distinction pour moi entre certaines proses poétiques ou la poésie en elle-même. Ce sont des distinctions qui, à mon avis, sont relativement vaines, surtout aujourd'hui avec l'explosion des formes. Et il s'agit tout simplement de poursuivre une sorte d'itinéraire dans le fleuve poétique de la vie, que j'appelle le grand poème de la vie. Et toi? Et alors bon, moi dans les livres que j'ai publiés, ce sont il y a plusieurs étapes, il y a eu plusieurs périodes, puisque la maison d'édition existe depuis le début des années 2000, puis il y a eu des interruptions, et j'ai publié des textes dans cette maison d'édition, ailleurs aussi, mais dans celle-là, j'ai publié des textes qui correspondaient au moment existentiel de ce que je ressentais ou de ce que je traversais. Il peut y avoir des parties symbolistes au début, des parties de lyrisme de la nature, lyrisme mystique également parfois, et puis il y a eu une autre période, partie psychanalytique, puis c'est-à-dire qui a incorporé tout ce parcours étonnant de l'apparition de la parole, et aujourd'hui ce sont plutôt des textes très brefs en prose que j'écris. Et quand et comment tu as commencé à écrire? Je crois que la poésie, là, j'aurais même pas me souvenir quand j'ai commencé, je pense que j'étais enfant. J'étais enfant et j'avais découvert la poésie à l'école. Chez moi, il n'y avait pas de livre dans la famille, sauf la Bible et Géo, je m'en souviens très bien de ça. Donc le poème, je l'avais déjà découvert dans la Bible, tout de même. Mais je n'avais pas conscience. Quand il y a des cantiques qui étaient dans la Bible qu'on lisait, les psaumes, j'avais déjà découvert ça, m'avait déjà imprégné. C'est à l'école qu'ensuite j'ai découvert avec l'humour. Et là, j'ai commencé à écrire à ce moment-là. J'écris des petits poèmes. Quand j'étais tout gamin, je m'en souviens, je l'avais envoyé un présentateur à la télé, il y a très longtemps. Et puis ensuite, j'ai jamais arrêté sans vraiment réfléchir à ce que je faisais. C'était pas organisé, quoi. J'ai commencé à organiser le propos uniquement à partir de vers 25-30 ans, quoi. Ça sortait, ça jaillissait. Et comment tu écris, composes, crées ta poésie? Comment il faut que je sois traversé par quelque chose d'assez puissant qui me remue, qui a besoin de sortir. Je ne calcule pas vraiment non plus, ça. Alors, selon les étapes, il y a eu des périodes où c'était beaucoup plus travaillé que d'autres. Enfin, beaucoup plus travaillé où je revenais sur le texte. Et comment ça vient toujours d'émotions très fortes, comme tout. Le poème commence par l'émotion forte. Le chant du poème, c'est l'émotion très forte. Donc, quand j'ai éprouvé une émotion très puissante, à ce moment-là, je me mets à écrire de la poésie. Donc, ça peut être l'amour, le deuil, l'exaltation, l'idéal parfois. Je fais très attention à ça par rapport à l'idéal. La poésie, c'est pas un idéal, c'est la réalisation d'un idéal. Voilà, c'est ce que je peux dire. Je ne peux pas dire beaucoup par rapport à ça, je ne sais pas trop ça. Il y a eu plusieurs périodes dans ma vie, et là, si je prends aujourd'hui, le poème, alors il y a le côté farce aussi, j'aime bien m'amuser. Au fur et à mesure des années, j'écris des poèmes aussi pour me faire marrer, pour m'amuser. Des blagues, quoi. Avec des jeux de mots, ça c'est après la partie psychanalytique. Je continue sur ce sujet. Ça y est, j'ai trouvé un fil conducteur. C'est-à-dire que dans l'exploration du langage, il n'y a pas simplement le sujet dans ce qu'il... dans l'écriture poétique,
parlons comme ça, c'est pas simplement un sujet qui s'exprime ou alors qui contemple un objet, il y a aussi c'est le langage lui-même qui détermine ce qui arrive. Donc, je m'en suis rendu compte, ça c'est depuis longtemps. Certains mots appellent d'autres mots qui en appellent d'autres, et c'est une découverte aussi. C'est aussi une découverte pour moi, pour voir comment tout ça, ça s'articule et comment le sujet s'implique dans son poème. Et voilà, je peux dire ce sujet. Et les gens, les poètes, les auteurs qui t'ont inspiré ou qui ont laissé une trace dans ta création. Donc, je crois que celui qui a renversé vraiment mon positionnement au monde, carrément, tout entier, je pense que c'est Lautréamont. J'avais 16-17 ans quand j'ai lu Lautréamont, Les Chants de Bal-d'Aurore, et tout d'un coup je me suis rendu compte que la poésie pouvait être... Lautréamont c'est épique, hein, c'est une Odyssée ou une Iliade plutôt. Et je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir... que le monde pouvait être transformé, c'est-à-dire et après je passe au surréalisme, donc je trouvais que le monde pouvait être transformé, c'est Lautréamont qui m'a le plus influent, enfin le plus touché au début, et avec Baudelaire. Il y avait la galaxie Baudelaire, Lautréamont et Rimbaud. Rimbaud un peu moins curieusement, c'est plus tard. Je dirais Lautréamont en premier, et ensuite il y a, dans le XXe siècle, ce sont des poètes comme Pierre-Jean Jouve, René Char évidemment, eux m'ont frappé. C'est-à-dire par l'exigence de vérité de leurs propos. C'est ça qui m'a frappé ensuite. Aujourd'hui, je m'intéresse à la littérature féminine, en poésie, si on peut dire. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de la littérature masculine ou féminine, mais il y a tout de même une sensibilité féminine. Je n'avais pas trop lu, maintenant je lis Sylvia Plath et des femmes comme elle. D'autres influences, il y en a eu tellement. Mais je pense que les psaumes, la Bible aussi, une énorme influence sur moi, ça c'est sûr. J'ai vraiment des signes. Lautréamont au tout début, oui. Et ensuite tout ce qui a été dans la gravitation du surréalisme, et le grand jeu aussi de René Daumal, après. Parce qu'à partir du grand jeu, j'ai vu la bifurcation entre un surréalisme qui allait vers... et qui est allé vers l'Oulipo ensuite, et puis le grand jeu qui était une quête mystique, une recherche, une révolution-révélation. Ça m'a énormément influencé, c'est le début. Et puis aujourd'hui, si je pense ces deux affluents du fleuve de la poésie, je dirais que la dimension sur le langage, c'est le surréalisme, Oulipo, ça existe encore, ça c'est cette partie-là qui existe. Et la dimension de la quête mystique avec des aspects initiatiques ou alors des mouvements vers pour arriver à être au monde, comme disait Rimbaud, hein, c'est ça qui m'a beaucoup plus influencé. Mais ça, de manière très curieuse, j'ai l'impression que ce n'est plus le véritable objet de ma recherche. Je suis plus préoccupé par ça. J'ai traversé un tas d'êtres au monde, de sensibilités, plein. Et aujourd'hui, toute cette dimension de questionnement philosophico-religieux, etc., m'a quitté. C'est curieux, hein. Peut-être parce que je suis arrivé quelque part, mais je ne sais pas où. Et premier poème, premier recueil publié, c'était quand? C'était en 2001. Je n'en ai pas fait beaucoup, c'est par période. Ça se fait par moment, donc vers 2000 à peu près, là, le Partage du Paradoxe, c'était des poèmes qui étaient parus en revue, dont la revue Improbable, au tout début. Et ensuite, ce sont des périodes de 2-3 ans, je parlais des cycles de la ville, 2-3 ans. Et puis après, il y a quelque chose qui repose, ou alors je me concentre sur autre chose, j'écris beaucoup moins de poèmes, et puis ça reprend. Ça me saisit, que j'écris de la poésie quand elle me saisit finalement, quand c'est le cycle qui arrive, quand un nouveau cycle commence. Oui, c'est ça, c'est une question de cycle. Ouais. Et alors ça dure un certain temps, jusqu'à ce que ça arrive à, je dirais pas épuisement, mais que pour moi le parcours soit achevé. Comme tout à l'heure quand je parlais de la dimension mystique et de la dimension pèlerinage. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Je la trouve incroyablement riche. Ça vraiment, je suis stupéfait dans tous les endroits où j'ai pu passer, les salons du livre, les maisons de la poésie, etc. Je la trouve extrêmement riche. Je pense qu'un jour on se rendra compte que le XXe siècle en poésie francophone et le XXIe maintenant dans sa continuité est peut-être le siècle le plus riche de toute l'histoire de la littérature française. En francophonie, avec ce renouvellement incroyable des univers qui se sont réunis dans une seule langue, ou dans une langue qui accueille ensuite des univers. Je trouve qu'il y a une liberté et une prodigieuse vitalité. Ça me rend optimiste.
ça paraît curieux à dire, mais voici là, pour moi, pardon, le lieu de la poésie aujourd'hui est peut-être un des derniers lieux d'une immense liberté dans le rapport à autrui. Vraiment, non, je la critique pas du tout, je la trouve hyper riche, dans tellement de domaines différents, tellement étonnante. Je ne cesse de la découvrir et de m'en réjouir. Et la traduction poétique, Ah oui. qu'est-ce que tu en penses? La traduction poétique, alors autre question énorme, j'ai publié Blake et Dante de Alain Sulier il y a longtemps, qui était suivi d'un essai sur la traduction, qui a été renouvelé également par un autre essai de Anne Mounique à l'époque, et donc c'est une question qui m'a beaucoup préoccupé. Bon alors, la traduction, on ne peut pas traduire, il y a une musique, et on ne peut pas traduire une musique. Est-ce qu'on peut traduire du merle en moineau, tu vois, ou de la mouette en pigeon? La traduction est un impossible, d'ailleurs c'était le titre de la traduction de l'essai d'Alain Sulier, l'impossible traduction. Néanmoins, il faut essayer. Donc, pour la traduction, il faut essayer parce qu'il faut bien essayer de transmettre quelque chose. Pour la traduction, je dirais d'abord, il faut qu'il y ait le texte initial. Et même, à la limite, en phonétique, une traduction d'un texte dans un alphabet non européen, par exemple, donc ni grec ni latin, par exemple, alphabet chinois. Même, on le voit peu ça. J'aimerais bien voir la phonétique pour entendre la musique, premièrement. La musique de la parole, comme ici de temps en temps, j'entends la musique de la parole, ça me suffit. Et ensuite, c'est au poète, traducteur, de retrouver dans sa propre langue les télescopages entre les sens et les sons du poème initial. Je trouve que c'est un travail passionnant et qui doit être très frustrant dans une certaine mesure. Ça sera, le poème traduit pour moi est un nouveau poème, peut-être interprété à partir du premier. Alors j'ajoute que j'ai traduit des poèmes de troubadour, ça m'avait bien beaucoup intéressé, ça c'était il y a une vingtaine d'années. Arnaud Daniel, Peyre Vidal, Marc Abreu, j'avais traduit plusieurs et je les avais traduits d'une part parce que j'aimais beaucoup cette musique de la langue occitane superbe, et ensuite parce que c'était une période où j'avais beaucoup lu sur le moment 10e, 11e, 12e, 13e, 14e siècle dans le sud justement, et où je m'étais imprégné de cette représentation. J'avais beaucoup cherché à l'intérieur de moi-même de retrouver cette représentation, sachant qu'avec la distance, ce monde-là était disparu et que c'était une reconstruction d'aujourd'hui. Mais ça m'était un moment intéressant, ça, la traduction des poètes troubadours. Le plus difficile de retrouver dans la langue de traduction la musique initiale et le télescopage tout de même de certaines significations. Et tu es occitan? Non, pas du tout. Mais même né dans ma famille, mais j'ai vécu jeune quand j'étais enfant, j'ai vécu en Ariège à la Vanée et j'ai baigné là-dedans, j'ai baigné dans cette culture-là. C'est la langue d'oc, était en tout cas au Moyen-Âge une culture à part entière. Alors aujourd'hui elle l'est encore, hein. On connaît l'attachement des différents peuples de l'Occitanie, si je peux dire peuple d'ailleurs, c'est difficile à dire. On est l'attachement à leur langue et à leur culture. Elle n'a pas le rayonnement qu'elle a pu avoir à l'époque. Dante a voulu écrire au début la Divine Comédie en occitan, même s'il a envoyé tous les poètes en enfer, vilain, Dante. Pour tout un tas de raisons valables dans la doctrine thomasienne de Dante de l'époque. Thomasienne, c'est à peu près. Est-ce que la poésie, l'art, est un besoin, une nécessité, première nécessité pour les gens, pour les autres, quiconque dans la rue? Oui, alors, je vais parler de poésie, et pour l'art et les arts au sens large, bien sûr c'est une nécessité comme de respirer, de manger. C'est aussi nécessaire d'entrer en contact avec autrui que de respirer et de manger. Et la poésie c'est un vecteur, un médium pour que la parole circule. C'est une nécessité. On ne peut pas, nous sommes définitivement ancrés dans le langage, engendrés par le langage. Alors tout ça c'est la tradition psychanalytique qui m'en a persuadé, je m'en doutais bien avant, mais après je l'ai éprouvé. Nous sommes tellement ancrés dans le langage que nous sommes tellement déterminés par le langage et le lien autrui, mais qu'on le veuille ou non, que c'est une nécessité. Et alors qu'est-ce que le poème dans cette nécessité? Le poème c'est un travail sur cette langue pour que la parole elle-même s'architecture en quelque sorte, ou trouve une beauté ou quelque chose qui soit sensible pour autrui. Mais alors déjà c'est une nécessité, c'est difficile comme question.
En réalité, elle paraît simple, elle est très difficile cette question. Oui, je réponds oui spontanément, mais après il faudrait dire oui en quoi. Je dis oui parce que nous avons besoin d'entendre ou de lire, ce qui est entendre à l'intérieur de soi-même, une parole travaillée, équilibrée et mémorable. Oui, mémorable, poésie, parole mémorable. Sinon on s'effondre quoi. On s'effondre, on est dans l'humanité sans poème est une humanité qui s'effondre dans un simple reproductif de la vie. L'humanité sans poème est inimaginable pour moi, c'est plus l'humanité. Voilà. Et est-ce que tu peux parler un petit peu de ta maison d'édition, quand tu es créé, vous avez créé peut-être avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas, et pourquoi ce nom, comment vous choisissez vos auteurs, comment ce processus de création des livres, et après comme on dit, comment vous diffusez, qu'est-ce que vous faites, comme on dit, post-éditorial. Ok. Alors, les éditions ont commencé à la fin des années 90, j'avais fait une revue au tout début. Mon grand ami à l'époque était Alain Suyette, mais j'étais à peu près seul, quoi. D'ailleurs, j'étais dans la campagne à ce moment-là, tout seul. J'étais parti dans une aventure, j'ai travaillé en librairie, et puis ensuite, au travers de rencontres, j'ai rencontré Alain Suyette, on était restés en contact. J'étais très content de cette rencontre, et c'est avec lui qu'on avait produit les premiers textes. Donc au début, il y a 3 périodes pour l'improbable, donc la maison d'édition. Il y a le tout début, 99 la revue, 2000, 2001, 2002, 2003, 4, 5 les publications. Et alors là, comment? Bon, alors pour la revue, c'était un déferlement de poésie que je recevais. J'en avais énormément de poètes qui voulaient être publiés. J'ai commencé par publier Alain Suyette pour des textes frappants qui me plaisaient. Ensuite, j'ai publié du théâtre à l'époque, je me suis un peu éloigné de ça. Et alors ça, c'était pour la période 1. Et comment je choisissais, il faut que ça corresponde au moment du choix de la publication, il faut que ça corresponde à une interrogation vraiment cruciale pour moi. Parce que tout le travail que j'ai fait, alors d'autre part, je précise que je fais la mise en page, voilà. Donc comme je fais la lecture, la relecture, la mise en page, la présentation, je baigne dans un poème avec quelqu'un pendant un certain temps. Il faut que je sois passionné, il faut que ce soit il faut que ce soit de l'amour. Donc voilà, dès le début c'était comme ça. Et ensuite c'est au fur et à mesure des rencontres et vraiment de mes préoccupations du moment. Là, paf, quelque chose se met en place quoi, et se rencontre. Pour la deuxième partie, c'était pour le renouvellement de l'improbable, c'est-à-dire il y a à peu près une dizaine d'années. J'avais arrêté pendant longtemps. J'avais arrêté pendant 7 ou 10 ans d'éditer, non pas d'écrire, je continuais, mais il n'y avait pas de destinataire autre que la parole elle-même. Et quand tout ça s'est renouvelé, c'est-à-dire donc maintenant vers 2014, c'était sur les instances et les demandes d'un ami, Serge Tory, un poète de Tarbes, qui connaissait l'improbable auparavant et ce qu'on avait publié, et qui, le jour où nous nous sommes rencontrés, m'a demandé de publier un livre. Alors j'ai dit non, c'est fini. J'étais parti dans d'autres aventures, des choses personnelles, individuelles qui m'avaient éloigné curieusement de cet univers-là, mais pas de la poésie. Alors je lui ai dit non, et puis comme j'aimais bien ce gars, eh bien j'ai dit bon, on va quand même faire le livre. Je vais faire la mise en page, on va le préparer, on va trouver l'imprimeur. Moi je lui ai fait le livre, et ensuite à partir de là c'est reparti. Le premier livre donc c'était Par amitié, quand on a recommencé. Parce que c'était un poème qui était un poème profond de recherche, ça m'a plu. Ensuite, après son premier livre, j'avais publié un deuxième de lui. Et après, le deuxième, je l'ai republié avec l'improbable, et puis à partir avec le blason, et à partir de là, un troisième, un recueil de mes poèmes, et puis un quatrième encore dans l'univers où j'étais à l'époque. Et enfin, le virus, la passion m'a repris, et j'ai relancé l'improbable sous la forme d'une mise en édition, et elle tient jusqu'à aujourd'hui. Et comment j'ai choisi aujourd'hui? Aujourd'hui, ce sont des beaux livres d'abord, parce qu'après des rencontres avec Joël Lepelletier, on a repris dans l'improbable, c'était 2-3 ans après le nouveau départ, on a repris avec le principe suivant. On fait d'abord un tirage de tête, c'est curieux, ça, le contraire de ce qu'on fait normalement, mais bon. D'abord le tirage de tête, ensuite l'édition courante, pour qu'il soit diffusé. Et enfin, pendant longtemps, l'un des critères pour que le poème soit publié, c'était que
ça rebondisse dans le réel, soit en concert, soit en pièce, interprétée de théâtre par exemple, soit en performance, soit en lecture. Mais c'était vraiment la destination. Aujourd'hui un petit peu moins, puisque je me suis remis à publier des livres sans cette perspective-là, mais elle demeure quand même forte. Donc on a eu par exemple le groupe Odradek avec la publication de Zenobianu. Tout ça c'est par amitié, par rencontre ensuite. Donc, comme je disais, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, pour bien préciser peut-être, c'est une passion du moment qui me traverse, quelque chose d'interrogation forte, ou voilà, une passion, des rencontres et l'apparition d'un projet avec une perspective. C'est comme ça que je fais. Donc on a eu Odradek autour de Cantique des Cantiques de Zenobianu, la paraphrase du Cantique des Cantiques. On a eu Keter autour de Leonard Cohen. Le Revers de l'Abîme qui a été interprété, ça c'est très amusant. C'est-à-dire que le Revers de l'Abîme de Christophe Schaeffer a été interprété en musique par Julien Grassenbaum et ses acolytes. À partir, alors le poème a été interprété en musique, mais également les illustrations ont été interprétées en musique. C'était assez drôle. C'était l'idée. C'est un petit peu moins ça aujourd'hui. Mais il n'y a pas une continuité. J'aime pas la monotonie. Mes livres sont tous différents. Il y en a très peu qui se ressemblent, qui sont dans le même calibre. C'est pas de la versatilité, mais c'est le refus de m'enfermer moi-même dans une ligne éditoriale. Ça s'appelle l'improbable. Pourquoi? Mais parce que justement, c'est ce qui ne peut être prouvé, mais qui advient. C'est pas au fil du vent. C'est pas exactement comme ça non plus, parce qu'il y a une intention, je disais. Mais c'est en tout cas vraiment dans l'accueil de la surprise, de l'inattendu, de l'imprévu. J'aime ça. J'aime ce jeu sur l'imprévu de la rencontre, de l'idée, enfin, quelque chose qui advient, qui n'avait aucune raison d'être. Il y avait le néant et tout d'un coup il y a un poème. Ça me plaît. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Réa. Et c'est combien d'exemplaires tu imprimes? Exactement, comme tout le reste, totalement variable. Aucun principe. Il peut y avoir un exemplaire unique, on a fait des livres uniques, avec Alain Jacques Lévry et Moussat, l'artiste. Donc là, la finalité, c'était l'exposition dans les galeries, et puis ou alors 300 pour le Zenobianu. En règle générale, c'est difficile à répondre. Il est difficile pour moi aussi de répondre à cette question, parce que le premier travail, c'est d'abord l'édition de tête. Donc après, c'est variable, c'est 50, 100, 150. On a pu aller jusqu'à 300, mais c'est rare. C'est une centaine, on peut dire le calibre, c'est une centaine. Et puis après, j'ai fait réimprimer au fur et à mesure, parce qu'on n'a pas d'énormes moyens, donc on fait comme on peut. Faire la plainte de l'éditeur, mais parce que ça aussi c'était l'aventure, hein. Il faut que les comptes arrivent à équilibre, il y a des choses à payer, etc. Donc ça relève un peu du miracle tout de même, tout ça. Parfois j'ai rarement le regard rétrospectif, comme là tu le fais en me le demandant, d'ailleurs je dirais presque que ça me gêne, c'est curieux, parce que le regard rétrospectif c'est comme si en me tournant vers le passé, maintenant ça donnait un sens exact à ce que je fais actuellement. Et je ne crois pas que ce soit le cas. Je pense que le sens sera donné à la fin, quand tout sera plié et que je serai mort, quoi. Ou même si ça continue, j'espère. Là il y aura un sens, mais là pas dans l'immédiat, ça va dans trop de directions différentes. Donc en gros c'est entre 1 et 300. Voilà, pourquoi tu imprimes la poésie, ou à part la poésie, est-ce que tu imprimes des autres choses aussi? Oui, il y a eu un petit peu de théâtre, puis là on a un essai sur Leonard Cohen, on a aussi un jeu de cartes, il y a des blagues, hein, mais le jeu de cartes c'est de la poésie. Mais si ce n'est pas dans l'inspiration poétique, c'est-à-dire de l'énigme du rapport au monde, aux autres, au langage, à l'amour, aux sentiments, s'il n'y a pas, et puis exigence importante sur le travail de la langue, ça ne m'intéresse pas, mais alors carrément pas du tout. J'ai publié un récit là, mais c'est un récit d'une grande brutalité qui s'appelle Taisez-vous. J'ai publié des contes sur les dieux baoulés en Afrique aussi, mais à chaque fois c'est qu'il y a vraiment cette dimension-là. Qu'est-ce que tu penses du festival de Voix Vive? Alors, voilà ce que j'en pense. Je pense que c'est un marathon incroyable pendant une semaine de poésie. Je trouve ça magnifique. Que la ville tout entière bruisse de poésie, comme si c'est devenu une ruche. Ça superbe. Je trouve que c'est épuisant physiquement pour l'éditeur, mais je pèse mes mots, épuisant vraiment. La chaleur, tout ça. Donc là, je parle du contexte global. Le marché de la poésie à Paris, c'est 5 jours. C'est déjà difficile, et pour l'éditeur, hein, et il y a tellement de rencontres, c'est comme, je parlais de la ruche, tu mets la tête dans la ruche,
partout. Alors donc ici c'est un petit peu pareil. Et c'est épuisant. Et alors maintenant, c'est un lieu de rencontre formidable, c'est bien, c'est beau, c'est bien équilibré, c'est un petit peu le bazar de temps en temps, mais pas énorme, hein, ça s'organise un peu tout seul, ça s'auto-organise. Et puis, bravo Maïté, toute l'équipe du festival. Faire tenir un tel, ça relève du prodige, faire tenir un tel projet toute une semaine autour de la poésie, des lectures, du chant. Bravo. Alors je voudrais ajouter une chose sur la ville me plaît beaucoup. C'est aussi pour ça que je viens, j'aime Sète. Pourquoi? Parce que c'est une ville qui est encore populaire. C'est une ville de pêcheurs, il y a les bateaux, les gens travaillent, c'est pas soit une ville balnéaire où alors là on est tous en short et en glace quoi, ou alors c'est pas une ville super huppée, c'est à taille humaine et puis j'ai besoin, parce que pour moi c'est du travail la poésie, c'est du tissage, en plus les filets, tout se ressemble dans cette histoire-là. C'est pour ça que j'aime ça, la Méditerranée, la pêche, les travailleurs, cette ville ancienne, ancrée là, j'aime beaucoup. Ce que je peux dire de plus comme autre proclamation d'amour de Sète. J'aime cette ville. Alors, sauf la circulation urbaine, là, alors la circulation urbaine, tout le reste est. La pluie en plus elle monte, elle descend, elle est pleine de recoins, elle est tellement méditerranéenne. Là, même par rapport à d'autres villes de ce coin-là du sud, je trouve qu'elle est très proche de l'Espagne ou de l'Italie du sud, quoi. J'aime bien. Merci beaucoup Richard. Mais je t'en prie, rien. Donc ça c'est le partage du paradoxe qui a été publié justement au retour de l'improbable il y a une dizaine d'années et qui reprend des poèmes anciens mais que j'ai retravaillé. Et si je commence par celui-ci avec une photo d'une installation d'André Jacques avec qui on travaillait à l'époque sur Bleu Outre Physique, on a fait un livre ensemble, une sorte de livre de dialogue, c'est un livre plutôt philosophique dont je ne vais pas parler à propos de celui-ci. Mais je pense recueil parce que ça reprend le cours finalement existentiel. Et ça, comme pour moi tout commence en Ariège, je l'ai dit tout à l'heure, et plus précisément au-dessus de Montferrier, après la Vlanée, en face de Montségur. Voilà, je vais prendre 2 poèmes sur le début, sur l'origine. C'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé. Et ça s'appelle Célébration de Frémis, qui se trouve en Ariège, dans le Pays d'Aulne. Célébration de Frémis. À Frémis d'Ariège, en haut lieu, débuta le monde, par une signature initiale apposée sur le murmure des sources. L'Éden aux fruits savoureux jouxtait le Sinaï de l'errance dans la contrescarpe pyrénéenne. À l'orée des bois entreaperçut le mystère et les premières palpitations amoureuses remontaient de l'ombre des ravins. Les premiers mots secrets de la nature dévalaient des mots fourchus déchiquetés. Frémis, portail de frêne et de coudrier, sente princière, marchepied du ciel, que le pauvre et guenilleux cortège du Graal recouvrit d'invisibles saphirs sous les yeux des chênes d'Ézéchiel. Bon, l'histoire du Graal, c'est pas tout à fait faux, hein, c'est pas un simple fantasme, c'est-à-dire qu'une tradition existe assez forte qui dit que les derniers cathares, les 3, Bélibast était le dernier qui a été brûlé à Toulouse, hein, bon, mais les derniers cathares seraient partis, auraient échappé à l'attaque de Montferrier et ensuite au feu du camp d'Eucramats en passant exactement là où, quand j'étais gamin, je passais mon enfance. Et on dit qu'ils seraient partis avec le Graal, et parce que les cathares l'auraient tué, mais tout ça c'est de la grande légende, et évidemment, enfin je ne rentre pas dans les détails. Et ensuite, qu'ils seraient passés en Espagne et puis qu'ils seraient ailleurs, maintenant on ne sait pas où. Le Graal, à mon avis, ce sont les livres. Le deuxième, c'est le don royal, le deuxième poème dans ce poème-là. On ne connaît le don du roi que bien longtemps après sa munificence. Il me fit don, jadis, d'une énigme, d'une faim, d'une soif et d'une absence. Enveloppé dans le miroitement d'une goutte, sur une feuille de frêne au cœur du brouillard. Le premier terme de la question me fut posé à l'orée de Brocéliande, inscrit en glyphes de lichen sur le granit, répercuté dans les parallèles de l'écureuil et de l'épervier, enflammant de mot en mot une traînée de poudre jusqu'à l'illumination de la voûte céleste. Les premiers mots de la nuée me furent donnés au seuil visible du monde invisible, à Frémis du ciel. C'est le début, c'est le mystère. Je me baignais encore à l'époque dans tout un ensemble, je le sens là en le relisant, c'est amusant pour moi. Enfin, là. Il y avait des mythes qui me traversaient, ces mythes m'ont quitté maintenant, là je l'ai dit, hein, c'est il y a longtemps. Mais j'étais encore dans cette représentation du mythe à ce moment-là, et un petit peu plus tard,
Ensuite, j'ai publié et écrit Eurydice, deux pièces de théâtre, mais ce sont 2 poèmes. Et là, c'était d'inspiration antique, c'est-à-dire classique, quoi. Eurydice, c'est, je le dirais même plus comme ça, donc c'est évidemment autour du mythe d'Orphée et d'Eurydice, mais Eurydice signifie la parole juste, et Orphée, les 2 rives. Donc c'est ça qui m'intéresse. Les 2 rives, la parole juste, réinterprétation de ce poème. Mais alors là, avec une vision tout à fait différente, enfin, pas ancrée dans le mythe justement, et pour autodétruire le mythe, curieux. Bon, donc là, rencontre entre Cerbère et Orphée, au moment du passage du Styx. Cerbère se rue sur Orphée. 3 gueules écumantes, postées sur un seul corps, se ruent sur moi en rugissant. Ciel, enfer, quel est ce monstre, fils de la Gorgone et des effrois? La première gueule. Je suis les gouffres océaniques qui s'ouvrent dans les traversées périlleuses et j'engloutis ceux qui se risquent plus loin que leurs horizons. Leur audace les a portés outre-mer, insoucieux des menaces de la vaste solitude aquatique. Ils croyaient s'en reposer en eux-mêmes, sur leur force, et je les ai dévorés. Deuxième gueule. Je suis la gueule béante des fissures qui entaillent la terre lorsque les continents se heurtent et se séparent. Je happe ceux qui se croyaient en sécurité sur un sol immobile. Les victimes ignorantes marchaient assurées et je les ai surpris dans leur confiance. Ils croyaient posséder la terre les a possédés. Troisième gueule. Je suis la bouche enflammée et mes paroles ont brûlé plus d'un cœur. Une multitude raisonnable s'est changée en cendres dans l'attirance de ma flamboyance. Leurs cœurs étaient éteints jusqu'à ce que la passion ne les incendie. À mon feu, ils se sont consumés, il ne reste en eux que la noirceur des coteaux incendiés. Orphée. Et je suis Orphée que l'amour a porté sur les océans, qui a bondi par-dessus les abîmes et qui brûle sans être consumé d'une passion immortelle pour Eurydice. Il s'assied et chante. Eaux infinies que nul rivage ne dompte, océans sans terme qui touchent aux cieux, qu'une houle régulière succède à vos spasmes, que les souffles marins apaisent vos surfaces, que vos monstres rejoignent en paix les profondeurs, et que dans l'amour du cosmos de tous, vous souteniez l'ardeur, sans rivage ni terme, de ceux qui s'engagent sur vos voies. J'arrête là le passage finalement de guérison, quoi. C'est ça la traversée. Et maintenant, avec la distance, j'ai vraiment de plus en plus de mal avec le mythe. Celui-là, je l'aime bien. Regarde, t'as vu les bestioles? Ça, j'adore ce passage-là, je l'aime beaucoup. Attends, il faut que j'enlève la bestiole. T'as vu? C'est pas que c'est déçu. Ah, voilà. Alors là, il s'agit de Césalier sans ornière. C'est un livre relié avec des photos de Joël Lepelletier qu'il a lui-même imprimé. Il a toute une odyssée à partir du Césalier, une odyssée dans la steppe et dans le vide. Ab Origo, c'est le premier poème. Césalier sans ornière, c'est celui-ci. Et l'autre livre en édition comme ça, de tête, même principe, c'est Centre secret de Toscane. Même idée, même principe, Joël Lepelletier fait des photos extrêmement énigmatiques. En Toscane, il découvre une Toscane que personne n'avait vue avant lui. Et moi je me mets à sa suite, hein, et on avance. On a fait ce recueil ensemble. Vraiment, j'adorais ces photos. Il a fait beaucoup d'expositions et m'ont beaucoup inspiré. Les photos sont extrêmement bien reproduites et le tout est parti d'où ça vient. C'est parti, je vais retrouver bientôt la première, l'origine de ce livre. C'était pas du tout prévu, ça aussi. Où est-ce qu'il est? Je le cherche. À l'envers, comme ça j'ai du mal à le retrouver. Alors, ça c'est la fin. Parce qu'il y a un début, c'est une image qui m'a fait halluciner. Là voilà. Voilà, cette image-là. Il a trouvé ça dans la terre toscane. Quand j'ai vu ça, j'ai vu un loup inscrit sur une paroi dans une grotte, quelque chose comme ça. Ça m'a fait un petit peu halluciner. Je lui ai envoyé ce poème un jour, mais comme ça, par amitié, pas du tout prévu. Et après, il m'a dit, mais continue Richard, allez, continue avec les autres photos. Et ben, j'ai dit, bon d'accord. Les poèmes sont écrits pour les photos. Oui, bien sûr. Alors là, c'est vraiment accompagnement. Là, c'est lui qui est à l'initium, hein, et ensuite, je ne fais que suivre son parcours.
il m'a demandé, je dis ouais, ok. Alors après ce loup là, qui est pas tout à fait au début, et bien après il y a les animaux fantastiques, les Behemoth et autres. C'est un livre d'interrogation ça. C'est un recueil sur le regard et la question. Ces sentes secrètes toujours étonnantes. L'origine du monde, de Courbet, de retrouver dans la terre. C'est extraordinaire. C'est pas du tout la Toscane riante et chaleureuse et souriante qu'on connaît et qu'on aime. Et enfin, celle-là, on la connaît. C'est vraiment la Toscane mystérieuse de l'intérieur, comme ça. Ça, ce paysage incroyable, c'est magnifique. Le grand art de Joël Lepelletier. Les photos. Le clin d'œil. Là aussi, pareil, incroyable. On ne sait plus dans quel monde on se trouve, on ne sait plus dans quel univers référentiel on se trouve. Et là, j'ai vu carrément quelque chose d'assez macabre, là, c'est-à-dire une sorte de cimetière, quoi. Ce sont les cyprès ou les ifs, au fond, peut-être la terre. Le château de Dracula. C'est pas le poème que j'ai fait, mais c'est comme ça que je l'appelle maintenant. Château de Dracula en Toscane. Et je crois que c'est l'avant-dernier, et voilà. Et ceci est le dernier. Alors ça, c'est absolument stupéfiant. J'explique de quoi il s'agit. J'ai choisi cette photo pour la mettre à la fin, car c'est un horizon, c'est un avenir, Et je me dis, tiens, c'est curieux, on dirait un idéogramme. Et bien, je me dis, dans notre poème et dans notre livre, c'est l'idéogramme du chemin qui conclut notre petite aventure. Et je rencontre un jour un ami Hideo, un ami japonais, calligraphe et poète. Il me dit, mais oui, et il me fait l'idéogramme du chemin, c'est l'idéogramme du chemin, mais à l'envers. Comme si on le voyait par réflexion. Donc cette concomitance imprévue, complètement imprévue, achève de façon amusante, je trouve, le recueil. Ça, c'était pour les Sentes secrètes. Pareil, des photos splendides et ces alliés sans ornéa. Ça, c'est le début. Origine du monde. Là, le monde apparaît. Toujours cette idée d'apparition du monde, mais ça aussi, ça va peut-être... Alors là, on est parti dans les univers imaginaires des grandes steppes, choses peut-être qui demeurent encore en nous, en certains, je sais pas. Et pourtant, ça se trouve dans les Césaliens en France. Donc ça ressemble à tous ces paysages qu'on peut trouver peut-être dans les steppes d'Asie centrale, que je ne connais pas d'ailleurs. Malheureusement, j'aimerais bien y aller voir. Saisir les éditions de tête. Je ne demande pas systématiquement aux gens, parce que ce sont des exemplaires de démonstration, de les mettre, mais s'ils ont les doigts un peu gras, il fait très chaud ici. Alors non, moi c'est l'espèce-là, je comprends très bien. Oui. Mais je ne leur demande pas trop. Donc, même principe systématique. L'édition de tête, dans l'improbable V3, édition de tête, édition courante. Dans l'édition de tête, il y a encore d'autres aspects, c'est-à-dire là, le disque. Ici, c'était le bulletin de souscription. Et là, la carte avec un lien maintenant, parce qu'il paraît qu'on ne lit plus les disques comme ça dans les appareils électroniques. Donc, on fait des cartes maintenant. Donc là, c'est un lien. Et tout ça a été cette édition à la surface de l'étoile, c'est l'improvisation autour de Au revers de l'abîme de Christophe Schaeffer. Ce livre-là. Et bon, alors ensuite, quand on a l'édition de tête, on apprend. Alors le coffret a été relié par Annick Kershaw, une excellente relieuse de Brahms dans le sud, magnifique. Elle a tout fait, il est superbe. Et ensuite, voilà. Et là, ça commence. Alors, évidemment, quand on voit la différence de reproduction entre Joël Lepelletier et l'imprimerie industrielle, c'est fracassant. Bon, je suis très content de l'imprimeur qui a produit ce livre-là. Il est très bien fait. Mais c'est bon, toujours comme ça, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. On regarde ça. Joël retravaille tellement les tableaux ou les photos des livres qu'on fait que parfois les artistes même ne retrouvent plus leurs petits, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à retrouver leur propre œuvre et parfois certains ne sont pas contents. Ouais.
Ça par exemple, que moi je trouve super réussi dans l'équilibre des couleurs. Ça, quand l'artiste a vu ça, alors que le sien, c'est pas du tout ça. Tu vois, c'était tout en feutré. Quand elle a vu ça, elle a dit mais c'est pas mon tableau. Et elle était pas contente, bien sûr. C'était évident. C'est-à-dire que nous, on était super contents, on fait un super livre. Mais l'artiste, il est pas content, il dit mais c'est pas moi, c'est pas moi qui ai fait ça. C'est compréhensible aussi. Il est pas content du tout. Et ça, j'adore. Super. Hein. Finesse de reproduction, miroir du même en soi de l'ailleurs. Celle-là là, est un peu trop relevée, mais c'est une des rares. Voilà. Ça doit être numéroté, je crois. Oui, ils sont numérotés. Ça doit être un type de livre d'artiste même. Bien sûr, oui, ce sont des livres d'artistes finalement, ils sont numérotés. Là, ils sont numérotés signés. Oui, super.